Merci beaucoup, professeur Grala. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici. Je suis oncologue médical et je m'occupe de cancer bronchique à Gustave Roussy et je participe à l'équipe Movember de Gustave Roussy. C'est pour ça que j'ai une moustache, c'est assez inhabituel. Peut-être certains d'entre vous connaissent Movember. On se laisse pousser la moustache au mois de novembre pour parler des cancers de l'homme. Mais là, on va parler des cancers bronchiques, c'est assez douloureux, je vous dirais. Je vais parler de la gestion des toxicités avec 3 cas cliniques de patients atteints de cancer bronchique. Et c'est vrai qu'on passe dans une ère assez nouvelle dans le cancer bronchique. Effectivement, il y a un peu plus de 10 ans, dans le New England, paraît cet article, qui est un article un peu princeps sur les principales chimiothérapies qu'on utilise en première ligne dans le cancer bronchique non à petites cellules. Des patients qui sont inclus avant 2000, donc à un moment où il n'y avait qu'une ligne dans le cancer bronchique. Et le patient atteint d'un cancer bronchique, tout venant, sans sélection, avec une ligne de chimiothérapie avec des sels de platine, a une survie médiane de 8 mois. Donc on part de ça. Et puis, on comprend que le cancer bronchique, ce n'est pas 3 maladies qui seraient, dans le nom de la petite cellule, j'entends, l'adénocarcinome, l'épidermoïde et au milieu le grand cellule pour lequel l'anapathe ne sait pas dire s'il s'agit d'une souche glandulaire ou épidermoïde. Et ce qu'on a compris, c'est que le cancer bronchique, ce n'est pas ces 3 grandes maladies, c'est en fait probablement des dizaines et des dizaines de maladies rares, l'une à côté des autres, qu'on doit chacune prendre en charge de façon différente. Ce qui veut dire une stratégie thérapeutique différente et ce qui veut dire des toxicités différentes. L'exemple le plus connu, c'est EGFR, qui est une mutation présente chez 10 à 15% des patients caucasiens. Chez les patients asiatiques, presque 50% des patients ont une tumeur avec cette mutation. EGFR est un gène dans lequel on a plusieurs exons qui peuvent être mutés et qui conduisent à ce qu'on appelle des mutations activatrices, c'est-à-dire qu'elles rendent hypersensible la tumeur à la voie EGFR et qu'en inhibant cette voie, soit la cellule arrête de se diviser, soit elle rentre en apoptose. C'est les exons 19 et 21 qui sont classiquement associés à des sensibilités aux inhibiteurs de GFR. Et quand on traite un patient avec un inhibiteur de GFR, on a une survie médiane qui est de 27 mois. Et probablement maintenant qu'on a des inhibiteurs de 3e génération, probablement une survie qui est plutôt de l'ordre de 40 mois. Alors qu'on parle d'une survie il y a de 8 mois pour des patients métastatiques, il y a un peu plus de 10 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui révolutionne complètement. Éthiquement, il est maintenant très compliqué de ne pas proposer un profil moléculaire et ce type de traitement. Parce que ça change vraiment la donne en termes de survie globale. La première étude qui a comparé une thérapie ciblée à une chimiothérapie standard, c'est l'étude IPASS, qui comparait le gefitinib, qui est un inhibiteur de GFR, à une association taxol-carboplatine chez des patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules. Et dans le sous-groupe des patients dont la tumeur était mutée pour EGFR, un bénéfice majeur en termes de survie sans progression avec un hazard ratio autour de 0,5, ce qui vraiment en cancérologie pour la PFS est quelque chose de très très important. Par contre, pas de survie globale, pas de bénéfice en survie globale parce que tous les patients qui commencent par la chimio reçoivent ensuite l'inhibiteur de GFR et vice-versa. Et ça, c'est un mot clé pour ces nouveaux médicaments et le phénomène qu'on appelle de déaddiction, c'est-à-dire une tumeur dépendante d'une voie et l'inhibiteur en face, c'est que quel que soit le moment auquel vous allez introduire l'inhibiteur, ça va marcher quasiment de la même façon. C'est quelque chose de très très nouveau en cancérologie où habituellement, plus on avance dans les lignes de chimiothérapie, moins on a d'efficacité. Et on a maintenant 8 études randomisées qui à chaque fois ont comparé une bithérapie avec platine et un inhibiteur de GFR par voie orale et des très très forts bénéfices en termes de survie sans progression, mais pas de bénéfices en termes de survie globale pour ce problème de crossover. Je vous donne donc l'exemple d'une patiente qui a une histoire un peu particulière. La découverte des mutations EGFR, c'est 2004. Et la première AMM des inhibiteurs de GFR, c'est 2009. Et l'histoire commence en 2006. Donc on connaît les publications dans le New England, dans Science, de l'effet prédictif des mutations EGFR. Ça commence à se faire, mais on est à la limite de la recherche. Par contre, on a un inhibiteur de GFR qui est déjà sur le marché, qui est l'erlotinib, dont la première AMM en 2005 a été chez des patients, quel que soit le statut moléculaire. On est en 2006 avec une femme de 65 ans, non fumeuse, qui n'a pas d'antécédent particulier. Elle a un diagnostic de métastase humérale droite
qui est documenté. Donc on fait le diagnostic d'adénocarcinome peu différencié sur la biopsie de la métastase osseuse. C'est un adénocarcinome CK7+, CK20-, et TTF1+, TTF1 c'est poumon, thyroïde, et avec des récepteurs hormonaux positifs, ce qui peut faire penser à un cancer du sein. Et c'est une époque où globalement les patients non-fumeurs, on n'avait pas tellement l'idée de penser au cancer bronchique d'emblée. Surtout que si vous regardez le PET scan, la fixation pulmonaire était extrêmement réduite, et si vous regardez l'image sur les coupes de scanner, ça fait tout à fait penser à une petite métastase pulmonaire plus qu'à un primitif bronchique, même si on a une toute petite adénopathie hilaire qui est hypermétabolique. Et donc l'idée de l'onco qu'il a pris en charge initialement, c'est de se dire à tous les coups c'est un cancer du sein, je lance le bilan, la mammo, l'IRM mammaire, etc. Mais il y a une méta, c'est une maladie évolutive, je commence une chimiothérapie. Elle n'était pas symptomatique sur la métastase humérale, elle n'a donc pas eu de radiothérapie, et elle a commencé une association Taxol, gemcitabine, en ayant dans l'idée que c'est un cancer du sein, et en commençant la chimio, en continuant tranquillement son bilan, et puis finalement l'IRM mammaire revient normal, la mammographie revient normale, 6 cycles, réponse, pause thérapeutique, et puis en janvier 2007, reprogression avec des nodules pulmonaires. Et là, la question, mais peut-être que dans la mesure où on n'a pas trouvé de primitif, ce n'est pas un cancer du sein, mais un cancer du poumon. Et l'oncologue m'adresse la patiente pour une prise en charge, et on est en janvier 2007. On essaye d'inclure la patiente dans un essai thérapeutique dans lequel on pouvait rechercher les mutations EGFR, mais manque de bol. On a un tissu osseux sur lequel, d'une part, il y a très peu de cellules tumorales, et on dit classiquement qu'il faut plus de 20% de cellules tumorales pour avoir un profil moléculaire pertinent, même si aujourd'hui on a des techniques qui permettent de descendre à 10% assez tranquillement. Mais surtout, le tissu osseux est un tissu qui a besoin pour une analyse d'une décalcification, et la décalcification abîme l'ADN. Ce qui fait que faire un profil moléculaire sur une biopsie osseuse, c'est dans 50% des cas un échec technique, même si on a plus de 20% de cellules tumorales, simplement parce que l'ADN est dégradé à cause de la calcification. Pour ces deux raisons chez cette patiente, et par la décalcification et par l'absence par le faible pourcentage de cellules tumorales, on n'a pas réussi à avoir de mutation EGFR. Et si vous vous souvenez, je reviens, une petite lésion comme ça est très compliquée à biopsier. Elle avait à ce moment-là des petits nodules pulmonaires qui sont là aussi impossibles à biopsier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait la possibilité de faire une recherche d'ADN circulant, c'est-à-dire de mutations sur l'ADN circulant. De plus en plus de plateformes le font, avec des résultats qui sont très intéressants. Et l'AMM pour le gefitinib, ce qu'on ne sait pas toujours, mais on peut donner aujourd'hui en France du gefitinib si on a la preuve sur l'ADN circulant qu'il y a une mutation EGFR. Il faut avoir la preuve, évidemment, qu'on ne peut pas rebiopsier le patient, soit parce que les tumeurs sont inaccessibles, soit parce que c'est du tissu qui est peu analysable, comme le tissu osseux. On est en 2007 et on commence un traitement par erlotinib en deuxième ligne dans le cadre de l'AMM, puisqu'à ce moment-là, l'erlotinib avait, et il l'a toujours, l'AMM en deuxième, troisième ligne chez des patients atteints de cancer bronchique, quel que soit le statut moléculaire. Notre prescription classique d'erlotinib, c'est le comprimé une fois par jour, et d'emblée on donne un émollient pour l'axérose cutanée qu'on attend avec l'inhibiteur de GFR, un macrolide en topique, et là l'érythrogel en cas d'éruption cutanée de faible grade, et puis du loperamide en cas de diarrhée. C'est la prescription de base avec laquelle les patients repartent. Après un mois de traitement, on a une toxicité très classique, c'est-à-dire un rash cutané de grade 1, une sécheresse cutanée de grade 1, pas de diarrhée, et le scanner montre une réponse partielle. On est donc probablement face à une patiente atteinte d'un cancer bronchique avec mutation EGFR et qui répond au Tarceva. Et on continue le Tarceva à dose inchangée, c'est-à-dire 150 mg par jour. Et là, on a ces toxicités. Il y a deux phases avec les inhibiteurs de GFR. Il y a les 3 premiers mois qui sont le rash cutané, la diarrhée, avec une topographie clairement visage décolleté. Et puis ensuite, on a tous les autres effets secondaires qui arrivent, en particulier sur le système pileux, la pousse des cils, l'alopécie,
des lésions cutanées qui là sont biopsiées sur le crâne et qui correspondent tout simplement à des lésions inflammatoires, qui ne sont pas toujours simples à prendre en charge, diminution de la dose de Tarceva, du Cebiprox, qui est un shampoing qui souvent a un effet anti-inflammatoire et antifongique qui peut améliorer ces lésions. Pour l'alopécie, le minoxidil en lotion qui peut avoir un intérêt. Mais une patiente qui va avoir ces effets secondaires-là de façon chronique. On est plus de 2 ans après le début du traitement. Et puis là, on est 3 ans après le début du traitement et on voit que le rash cutané change complètement de topographie. Vous voyez que le décolleté est tout à fait épargné. Par contre, on a un rash cutané sur les 4 membres qui est très très classique avec une exposition chronique qui conduit à diminuer le Tarceva à 100 mg par jour et des parodonties qui sont ces anomalies des ongles très très compliquées à prendre en charge. On prescrit de la diprozone, en particulier sur les lésions cutanées et sur les parodonties, avec des bains de daquin pour parodonties, de l'érythrogel, et puis on diminue le Tarceva et on rajoute des tétracyclines avec un bon résultat sur la peau. On continue le Tarceva à dose diminuée et on prescrit de la doxycycline pendant 1 an à 100 mg par jour. Tout se passe bien. Et là, on revoit la patiente en mars. On est à 8 ans et demi de Tarceva. Elle a toujours une réponse partielle. Rien ne pousse. Rien. On fait de temps en temps des scintigraphies osseuses. Et on est à 8 ans et demi de Tarceva. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est une vraie métastatique, elle est documentée métastatique. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a qu'une trouille, c'est de retirer le Tarceva et que tout explose et que ce ne soit pas resensible au Tarceva. On sait que dans la littérature, les réexpositions, les re-challenges au Tarceva sont aléatoires, enfin à tout TKI, c'est-à-dire qu'on peut enlever le TKI, le réintroduire 6 mois après que ça ne fonctionne pas. On aura tout perdu. Cette patiente métastatique est en vie depuis plus de 8 ans, 9 ans maintenant, depuis le début de la maladie. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une vraie question. Et c'est vraiment une question qu'on peut poser. On peut échanger maintenant ou un peu plus tard. Je ne sais pas ce que vous feriez, ce que vous prendriez le risque d'arrêter. Je ne sais pas si la patiente le prendrait, parce que maintenant le Tarceva, c'est son traitement de base, c'est comme son antihypertenseur, elle n'imagine pas la vie sans le prendre, mais elle reste à 100 mg par jour avec une qualité de vie cutanée qui reste assez médiocre. La seule chose qu'il a vraiment améliorée, c'est un voyage en Guadeloupe, où probablement avec l'humidité, la chaleur, le fait de se baigner beaucoup, elle a eu la peau comme jamais elle l'a eu. Mais c'est les 15 jours qui ont été vraiment différents dans sa vie. Vous arrêteriez le Tarceva? Et puis, le problème, c'est qu'on segmente et qu'on arrive sur des toutes petites populations. Par exemple, vous connaissez très bien la mutation BRAF V600E dans le mélanome, qui correspond à la moitié des mélanomes et pour lequel on a des anti-BRAF extrêmement efficaces. Eh bien, la V600E, c'est 1% des cancers bronchiques. 1%, ça reste beaucoup. On a 40 000 cancers bronchiques en France, 20 000 métastatiques, et les autres le deviendront très probablement. Ce qui veut dire qu'on a en gros 200 patients métastatiques en France avec une mutation de BRAF. C'est pas assez pour faire une étude randomisée, c'est assez pour faire des études de phase 2. Et là, on a les études qui montrent très clairement dans le mélanome que l'inhibiteur de BRAF est supérieur, et je me retrouve en octobre 2010, donc il y a 5 ans, face à ce chirurgien italien qui vient pour un deuxième avis. Il a une mutation de BRAF V600E qui a été retrouvée positive dans son cancer bronchique, un cancer qui est métastatique au plan pulmonaire, vous voyez le PET scan, une maladie assez diffuse, une première ligne classique par pemetrexed, cisplatine, bevacizumab avec une réponse, une maintenance par pemetrexed, bevacizumab et une réévolution. Et il vient me voir en me disant, est-ce que vous avez une option? Et oui, on avait une option qui était un essai thérapeutique dans lequel le patient a été inclus avec un inhibiteur de BRAF qui a été arrêté au 3e jour en raison d'une réaction cutanée bulleuse qui a été pour nos dermatos une contre-indication définitive à l'anti-BRAF qu'il avait testé. Et donc on se retrouve face à ce cas un peu difficile d'un patient en excellent état général mais avec une maladie qui galope, des traitements de deuxième ligne dans le cancer bronchique qui sont globalement le docétaxel pour ce patient qui est un fumeur, avec 9% de réponse objective, une PFS qui est de l'ordre de 3 mois, pas grand-chose derrière, ou alors
ou alors on parie sur la mutation V600E, puisqu'elle est extrêmement prédictive dans le mélanome. Mais on n'est pas dans le mélanome, on est dans le poumon. Alors, est-ce qu'on réfléchit comme des oncologues médicaux transversales? La mutation V600E, là, ça marche, c'est un facteur prédictif, ça va marcher ici dans ma maladie. C'est des réflexions intéressantes, sauf qu'on a le patient devant soi et qu'est-ce qu'on fait? Et pour ce patient, eh ben, on a la maladie, il faut prendre la décision. Est-ce qu'on le traite? Est-ce qu'on donne du Vému? Est-ce qu'on le donne pas? Allez, on le donne. Et on a décidé de donner du Vémurafénib qui était commercialisé pour le mélanome à ce moment-là. On donne du Vému en se disant on fait un PET scan très précocement pour essayer de faire le moins n'importe quoi possible. Et à 3 semaines, c'est magique. Tout s'éteint et le patient reprend 4 kg en 3 semaines avec une saturation qui se normalise. Donc là, on a bien joué. On a maintenant une étude de phase 2 qui montre qu'une bithérapie fonctionne avec des taux de réponse qui sont supérieurs à 50% parce qu'un industriel a bien voulu prendre le pari de faire une étude dans cette maladie rare, puisque c'est une maladie rare, l'adénocarcinome muté BRAF V600E, sauf qu'on n'aura jamais suffisamment de patients pour faire une étude randomisée et qu'on ne sait pas si on va avoir une AMM à partir de cette phase 2 qui a des données d'efficacité qui sont magiques. C'est plus de 50% de taux de réponse chez des lourdement pré-traités et c'est une PFS qui est supérieure à 9 mois, donc il n'y a pas à tortiller, ça marche beaucoup mieux que la chimio, mais c'est vrai qu'on est dans ce cas-là face à plein de maladies rares dans lesquelles on va devoir faire des développements un peu compliqués. ALK est un classique maintenant, c'est à peu près 5% des patients qui sont atteints de cancer bronchique non à petites cellules, et comme pour EGFR, c'est surtout les patients non fumeurs qui ont des tumeurs avec un réarrangement ALK. Alors ce n'est pas une mutation, c'est un réarrangement, peu importe, ça se recherche par fiche, mais c'est toujours sur du tissu archivé. Là, sur l'ADN circulant, quelques sociétés proposent le test sur ADN circulant, mais les réarrangements sur ADN circulant sont beaucoup plus compliqués à mettre en évidence. Donc ça reste quand même la biopsie qui est le gold standard pour faire le diagnostic de ça. Et puis, on a un inhibiteur d'ALK qui s'appelle le crizotinib qui est bien plus efficace qu'une bithérapie avec celle de platine chez ces patients avec une PFS. Si on compare en première ligne le crizotinib à une association pemetrexed-platine par exemple, une PFS extrêmement positive, hazard ratio environ 0,5, ça vous fait vraiment penser à la situation de tout à l'heure de l'inhibiteur de GFR face à une chimiothérapie. En survie globale, c'est la même chose parce qu'il y a le crossover, c'est classique, et puis on a maintenant des inhibiteurs de deuxième génération qui rattrapent les résistances au crizotinib. J'en viens à mon cas. Une patiente vient me voir, 67 ans, antécédent de péritonite, glaucome, mariée, 2 enfants, secrétaire retraité, excellent état général, une fille en Australie, enceinte. Elle est non fumeuse. Au retour d'Australie, elle était allée voir sa fille, elle a une embolie pulmonaire qui évidemment conduit à un angioscanner où on retrouve un petit nodule du lobe supérieur droit de 5 mm qu'on met de côté. L'embolie pulmonaire récidive en septembre 2014 et là sur le nouvel angioscan, c'est l'histoire naturelle du cancer, c'est plus un T1A-N0M0, c'est un T4N2M1A plèvre avec des localisations pleurales qui sont hypermétaboliques au PET scan. Elle a une fibroscopie bronchique et la BAM, c'est un cancer mais sous forme de lymphangite, donc dit tissu normal, inflammatoire avec quelques cellules tumorales, pas assez de cellules pour faire de la biologie moléculaire. Elle est traitée par une première ligne à l'imitacisplatine extrêmement classique, sauf qu'après 3 cycles, elle progresse à la fois au plan thoracique et l'apparition de douleurs de lésions osseuses lithiques. On ne mollit pas, nouvelle fibroscopie bronchique, lymphangite, pas assez de cellules tumorales pour faire la biomol. C'est une patiente non fumeuse. En général, chez les non-fumeurs, on trouve une mutation. On ne mollit pas, on fait un talcage pour avoir des biopsies de grande taille et les biopsies répondent lymphangite. On commence juste après le talcage un inhibiteur de GFR puisqu'on est dans l'AMM du Tarceva, deuxième ligne chez le patient non sélectionné, mais en ayant en tête qu'elle a en gros une chance sur 2 d'avoir une tumeur mutée au GFR. Sauf que sur la biopsie pleurale, aspect de lymphangite, très peu de cellules tumorales, pas de GFR réalisable, ALK non faisable. Bon, on continue le Tarceva, progression après 3 mois de Tarceva. On commence Taxol Avastin, qui n'est pas un standard, on va dire, en 3e ligne, mais qui est une association
qui semble assez efficace. Et à J15 du début de l'association, elle a une progression extrêmement brutale et surtout extrêmement bruyante avec une patiente hospitalisée dans un tableau de détresse respiratoire. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est non fumeuse, elle n'est pas mutée EGFR parce qu'elle n'a pas répondu au Tarceva, ou alors elle a des très rares cas où il y a une mutation de résistance d'emblée. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a eu 2 lignes de chimio, elle a eu des taxanes, elle a eu une association avec platine. On n'a pas ALK, donc on ne peut pas savoir, et on prend le parti de la mettre sous crizotinib à l'aveugle. Pourquoi le crizotinib? Parce que c'est un inhibiteur de ALK, mais aussi un inhibiteur de ROS1, qui est un réarrangement qu'on retrouve chez les non-fumeurs. Et en gros, si vous n'êtes pas muté EGFR, vous avez une chance sur 3 d'être soit tumeur réarrangée ALK, soit tumeur réarrangée ROS. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on perd? Alors évidemment, je me suis fait un peu taper sur les doigts parce que je suis hors AMM puisque je n'ai pas la preuve. C'est un traitement qui vaut 6 000 € par mois, mais si ça marche, c'est bingo. Et à 15 jours, elle est transformée et elle sort sur ses pieds alors qu'elle était PS4 en train de mourir d'asphyxie. Sauf que je ne sais pas ce que je cible. Je ne sais pas si je cible ALK ou si je cible ROS, mais ça marche. Et puis, la biologie qui arrive le vendredi soir, c'est 53 fois la normale d'ALAT, ce qui est un chiffre assez élevé, hein, avec un TP normal, heureusement, et une bilirubine totale normale, ce qui est clé. Si la bilirubine totale est supérieure à 3 fois la normale, c'est vraiment la catastrophe. Mais là, une élévation des transaminases, j'hospitalise la patiente sans raison, elle était chez elle très bien, simplement pour dire, je voudrais vous surveiller sur le bilan hépatique, le TP. Et puis, on regarde ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, en gros, c'est arrêter le traitement. Ce qu'on fait, et 3 semaines après, elle a des ALAT à 3 fois la normale. Sauf qu'elle va beaucoup moins bien. Et on a cet effet on-off des inhibiteurs de tyrosine kinase. Et donc, je me retrouve au point de départ avec une patiente qui va moins bien. Je n'ose pas réintroduire le crizotinib. Et c'est probablement une erreur. Et elle va moins bien. Et je me dis, je vais mettre du céritinib, qui est un inhibiteur de 2e génération. Donc, vous allez pouvoir me critiquer en disant, vous faites n'importe quoi. Mais la patiente est sensible au crizotinib, elle est soit ALK, soit ROS a priori. Et sous céritinib, qui est un bon inhibiteur de ALK et un mauvais inhibiteur de ROS, c'est moyen. Elle tousse un peu moins, mais elle est toujours aussi essoufflée. Elle ne tolère pas bien le céritinib, ce qui est assez classique, avec des nausées, des douleurs abdominales sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. On peut donner des cétrons qui ont une efficacité assez limitée. Ce qui marche vraiment, c'est diminuer la dose. L'hépatotoxicité, il n'y a pas de facteur de risque. C'est en règle générale dans les 2 premiers mois de traitement. Donc les recommandations, c'est un bilan hépatique tous les 15 jours. Il faut arrêter le traitement, mais en fait, et j'aurais dû lire ces recommandations, quand on passe en gradin, c'est-à-dire des transaminases inférieures à 2,5 fois la normale, on peut réintroduire le crizotinib à dose diminuée, 200 mg fois 2 par jour au lieu de 250 ou 250 mg une fois par jour. Et par contre, s'il y a une élévation de la bilirubine, il ne faut pas reprendre le traitement. Il y avait eu par rapport à mai une efficacité très claire du crizotinib, et là, au moment où elle avait la cytolyse à 53N, je n'ai pas pensé à faire un scanner thoracique parce que j'étais surtout à espérer qu'elle n'ait pas de transplantation hépatique, plutôt que dans l'idée de faire un scanner. Donc le scanner a été fait un peu tardivement alors qu'elle est sous crizotinib. Et vous voyez, on a une bonne réaération du poumon gauche, on a une efficacité claire du crizo. Est-ce qu'on est sur de l'efficacité du crizo, du céritinib? Cliniquement, on a l'impression que le céritinib n'est pas magique. Et puis il y a une majoration lente de la dyspnée avec l'apparition de ces images en vert dipoli. Ici, il y a peut-être les mêmes, mais c'est ininterprétable. Et on se dit, est-ce que c'est une toxicité pulmonaire du céritinib? Est-ce qu'on est face à une pneumopathie par exemple atypique, une pneumocystose, qui est le truc sur lequel on se fait coincer tout le temps, surtout que la patiente baigne dans les corticoïdes, évidemment, qu'on avait introduit quand il y avait eu la cytolyse. Et puis, elle a un LBA qui est rassurant avec une bactérionégative et une immunofluorescence pneumocystis négative. Et j'ai recommencé le Tarceva. Et j'ai recommencé le crizotinib à 1 comprimé par jour chez une patiente qui était très altérée sur le plan des dyspnées,
avec à 48 heures une amélioration de la dyspnée, et on attend de voir ce que ça va donner. Vous avez sûrement vu que dans le monde du cancer bronchique arrive extrêmement discrètement une nouvelle famille d'agents. L'immunothérapie. Donc on a entendu, dans le mélanome, c'est une bombe atomique. Dans le poumon, c'est moins impressionnant parce que seulement 20% des patients sont sensibles, mais quand ça marche extrêmement bien. Les 7 phase 3 qui a permis la première AMM qu'on a en France depuis septembre, dans les épidermoïdes, c'est une phase 3 randomisée qui compare chez des patients en deuxième ligne, c'est-à-dire pré-traités par une bithérapie avec celle de platine, le nivolumab tous les 15 jours jusqu'à progression, ou le docétaxel, 75 mg/m², c'est le standard en deuxième ligne dans le poumon. Objectif principal, survie globale. En termes de taux de réponse, 20% de taux de réponse pour nivolumab, 9% pour le docétaxel, et c'est exactement ce qu'on attend en termes de taux de réponse pour le docétaxel. Et puis, quand ça marche, durée moyenne de réponse, quand ça marche 8 mois pour le docétaxel, c'est-à-dire chez les 9% de répondeurs, ils ont reçu le docétaxel 8 mois, et chez ceux qui répondent au nivolumab, eh bien, on ne sait pas quelle va être la médiane de réponse parce qu'elle est tellement élevée qu'on ne l'a pas aujourd'hui. Ce sera peut-être 2 ans, 3 ans. En termes de survie sans progression, qui n'était pas l'objectif principal, sur les médianes, vous voyez que les chiffres ne sont pas très impressionnants, mais en fait, en hazard ratio, qui est l'intervalle entre les deux courbes, on est très très bon. C'est sûr que la médiane à 50, ce n'est pas impressionnant, mais en fait, ce que vous avez avec ces agents, c'est que vous avez 20% de répondeurs et ils répondent très longtemps. Et on a ce plateau où là, on est à 18 mois, on a toujours 20% de patients en vie, ce qui est très inhabituel en deuxième ligne. Et en survie globale, c'est la même chose, un effet plateau et un hazard ratio à presque 0,5, extrêmement fort. Donc ce médicament a l'AMM en deuxième ligne chez les patients atteints de cancer bronchique épidermoïde. En termes de survie, en termes de toxicité, on l'a vu, très peu de toxicité grade 3. C'est-à-dire docétaxel, 55% des patients font une tox de grade 3 ou plus, en sachant qu'une neutropénie de grade 3 non fébrile, ça apparaît dans ce tableau, ça fait peur, mais ça fait des chiffres, mais globalement, ce n'est pas un problème dans votre vie quotidienne. Alors que les seulement 7% qui font une tox grade 3 ou 4, c'est des tox immuno qui sont très ennuyeuses qui peuvent être très ennuyeuses pour le patient. Alors on l'a vu, des dysthyroïdies, des colites, des pneumopathies immunoallergiques. Le cas que je présente, c'est un patient qui a 52 ans à son diagnostic et 45 paquets années. Un alcoolotabagique avec un profil assez classique, une histoire d'adénocarcinome primitif bronchique avec d'emblée une métastase du fémur qui est documentée. Il a une irradiation du fémur et il commence une chimio par alimta-cisplatine, bevacizumab, 6 cycles. Puis on commence bevacizumab en maintenance, sauf que en mars 2013, on fait le diagnostic d'un cancer de la tête et du cou, qui est un épidermoïde de l'oropharynx, donc il n'y a pas à tortiller, c'est bien 2 cancers différents. On avait l'adénocarcinome dans le poumon, on a l'épidermoïde de l'oropharynx, T2N1, et il reçoit une radiothérapie curative avec du cetuximab en concomitant. Réponse complète et on arrête évidemment tout traitement pour l'adénocarcinome en sachant qu'on a peut-être une petite efficacité sur l'adénocarcinome. En octobre 2014, donc on est 2 ans après le diagnostic de l'adénocarcinome primitif bronchique, on a une petite réévolution à l'apex droit qui est isolée au PET scan et on se dit, bon, il progresse localement, on va faire 6 cycles de taxol carbo, il répond, et une radiothérapie 30 Gray de clôture pour améliorer le contrôle local. Et on attend, en juillet 2015, donc on est à 3 ans du diagnostic du poumon, une évolution assez bruyante, avec en particulier des métastases osseuses, des ganglions médiastinaux, des ganglions rétropectorales et des métastases cérébrales symptomatiques qui relèvent d'une radiothérapie de l'encéphaline totaux. On commence en deuxième ligne du poumon, puisque l'ORL est toujours en RC, du nivolumab. Il reçoit 4 injections et sur le scanner qui est fait, on retrouve un infiltrat bilatéral qui fait soit infection, soit une toxicité au nivolumab, une pneumopathie au nivolumab.
Il a un LBA qui est majoritairement à lymphocytes, une IF pneumocystis qui est négative, des bêta-glucanes pour le pneumocystose qui sont également négatives, la PCR pneumocystis qui est négative, la bactério est négative, pas de champignons, et donc on conclut à une pneumopathie par nivolumab, stéroïdes, c'est des petites doses, 1 mg kilo suffisent, le patient était peu symptomatique, et le patient va rentrer avec une contre-indication définitive à la reprise du nivolumab. Ce qui est un vrai problème parce que si le patient répond au nivolumab, et là on était à 2 mois, donc c'est un peu tôt pour évaluer, on sait que 50% des réponses sont visualisées à 2 mois de traitement, mais 100%, quasiment 100% à 3 mois de traitement, avec des phénomènes de pseudo-progression. Donc il faut vraiment se donner 3 mois pour évaluer l'efficacité de ces agents. Si le patient répond, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, une des grandes questions, ça va être, est-ce qu'il y a des toxicités croisées entre les différents agents? Puisqu'aujourd'hui, on a le nivolumab, mais le pembrolizumab, qui est un autre anticorps anti-PD1, vient d'avoir la MM aux États-Unis chez les patients PD-L1 positifs. On va l'avoir très probablement en Europe assez vite. On a des anticorps anti-PD-L1 qui ont un développement assez accéléré et auxquels on aura peut-être accès d'ici 1 an. Et donc la grande question, ça va être, très bien, on a des tox. Il y a des tox, comme on a vu, l'hypophysite, on peut y aller. La colite grave, la pneumopathie grave, là, on ne pourra pas réintroduire ces agents, alors que quand ça marche, c'est magique. C'est-à-dire que quand vous avez un patient en réponse complète à 3 ans de traitement, alors qu'il était métastatique, vous vous dites, il va falloir qu'on revoie la définition de ce qu'est une maladie métastatique. Donc ça va être une grande question. C'est, d'accord, on l'a vu, on a des tox, mais quels vont être les tox croisés? Et aujourd'hui, sauf si vous avez des données, mais en tout cas, on n'a aucune donnée dans la littérature sur ces tox croisés. Donc ma conclusion est très simple, et c'est des illustrations qui sont un peu peut-être limites, parce qu'on sélectionne toujours les cas, mais on est sur des traitements toxiques avec des toxicités chroniques parce qu'on est sur des traitements chroniques. Et on l'a vu, vraiment notre défi, c'est quand on est très longtemps, comment on gère ces toxicités, mais aussi quand on a des toxicités immédiates, comment on peut trouver un moyen de redonner ces traitements quand ils ont un effet aussi important. Et puis, la question qui sera, quand est-ce qu'on doit arrêter? On la pose pour la patiente qui a 8 ans de Tarceva. J'en ai eu une autre qui était à 7 ans de Tarceva et qui a développé un cancer colorectal métastatique dont elle est morte en 6 mois. On a été très mauvais, elle avait des scanners thoraco-abdominal tout le temps, mais évidemment on n'est pas allé explorer le pelvis parce que ce n'est pas un standard quand on surveille un patient qui a un cancer bronchique. Et puis, quand arrêter pour le coup? Parce que cette patiente qui est sous Tarceva, peut-être que si j'avais arrêté, elle aurait une qualité de vie transformée, puis en termes de toxicité financière, on aurait été très bien. Et c'est une vraie question qu'on va devoir se poser pour l'immunothérapie, puisque ces patients qui répondent au nivolumab doivent le recevoir normalement jusqu'à progression. Le coût du nivolumab est de l'ordre de 7 000 € par mois par patient en France. Et aujourd'hui, les 20% de patients du cancer du poumon qui répondent doivent le recevoir tant que ça marche, donc pendant des années et des années. Et là, il va falloir qu'on soit très réactif comme académique pour programmer des essais qui vont être poursuite jusqu'à progression ou maintenance, traitement intermittent. Il va vraiment falloir qu'on soit innovant et peut-être aller revoir du côté de l'urologie et du développement des agonistes de la LHRH, où cette question, elle se pose depuis 20 ans. Et quand on a un agoniste qui marche avec un PSA qui est indosable, mais une impuissance, on fait des traitements on-off qui n'altèrent pas l'efficacité du traitement, c'est-à-dire que la PFS est la même, par contre qui permettent de gagner en qualité de vie. Et je pense qu'on va avoir besoin, pas forcément de tout réinventer, mais d'aller voir ce qui se passe avec ces traitements qu'on connaît bien, pas forcément dans notre spécialité, pour arriver à trouver des nouvelles stratégies avec ces traitements. Je vous remercie. Thank you so much. Merci infiniment. Vous avez soulevé nombre des questions qui demeurent. Concernant ces nouvelles molécules, le développement clinique a été si rapide. La question est de savoir est-ce qu'on peut réintroduire les anti-PD1 avec la toxicité pulmonaire que l'on connaît. Et quand est-ce qu'on s'arrête? Lorsque vous avez un cas sur 8 ans, un cas exceptionnel,
À l'heure actuelle, il n'y a pas de règles, hein, il faut exercer son jugement clinique. Je pense qu'on va le découvrir. Si on revient à la TAO d'il y a 3 ans, on ne parlait pas des mêmes problèmes. Hein. C'est intéressant d'avoir un domaine complètement différent à explorer. Donc, pour revenir à nos horaires, merci de cette présentation, mais comme l'heure tourne, pas de questions